Économie sociale et solidaire au service de la transformation, redoubler de solidarité face à l'adversité. 25 pays, 3 langues, le forum le plus important de l'économie sociale en 2020. Aujourd'hui, il s'agit de la séance plénière numéro 4, une nouvelle solidarité pour une transition écologique. Des spécialistes, des autorités, des universitaires, des acteurs et des secteurs de l'économie sociale et solidaire du monde entier sont rassemblés ici sur cette plateforme mondiale virtuelle pour réfléchir et agir en matière de développement inclusif et durable. Avant de commencer cette séance, je vous informe, vous le savez certainement déjà, que vous avez accès à 3 langues, l'anglais, l'espagnol et le français. Vous pouvez voir l'icône du globe en bas de votre écran. Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter. Depuis votre téléphone portable, vous pouvez également ouvrir une fenêtre d'interprétation. Il y a également un chat dans lequel vous pouvez nous faire part de tout ce que vous souhaitez. Et à la fin de cette séance, nous allons procéder à une séance de questions-réponses. Vous pourrez noter dans la fenêtre du chat vos observations, vos questions, etc. La question sera comment transformer le présent et bâtir l'avenir depuis l'économie sociale et solidaire. Nous noterons cette question dans le chat et vous pourrez donc contribuer en nous faisant part de vos connaissances. Vous pouvez également suivre cette séance et la séance de demain sur le site de gisef2021.org. Vous pouvez également utiliser le hashtag gisef2021 sur tous les réseaux sociaux. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre du Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire, nous invitons les acteurs de l'économie sociale et solidaire du monde entier à partager des bonnes pratiques et des expériences éprouvées, des idées novatrices pour un développement durable et inclusif pour tous. C'est un honneur d'avoir avec nous le secrétariat du GICEF, le gouvernement de la ville de Mexico, le gouvernement fédéral mexicain avec le ministère du Bien-être et le comité organisateur local du GICEF. Nous allons à présent regarder une vidéo d'ouverture et nous remercions la participation à l'organisation de ce forum virtuel de la Fondation allemande des caisses d'épargne. No hay futuro sin transformación Passons à ecológica. présent à la vidéo. Un mundo. Il n'y a pas d'avenir sans transition écologique. Un monde meilleur, plus juste, plus équitable ne sera possible que sur une planète plus verte, une économie qui permette la préservation et l'harmonie avec la nature est nécessaire. L'économie sociale et solidaire promeut des valeurs comme la responsabilité et la coopération pour le bien vivre, fondée sur une gestion territoriale écologique, sociale et viable sur le point de vue économique. L'économie sociale et solidaire nous permet de coexister avec l'environnement. L'économie sociale et solidaire est synonyme de gestion durable des ressources naturelles, de consommation responsable pour changer l'avenir et les conséquences du changement climatique. On parle de développement durable à l'échelle locale des processus économiques, d'une interaction entre les personnes et l'environnement et de l'économie et de la vie. La transformation écologique coïncide avec les valeurs et les principes de l'économie sociale et solidaire. Donc, il nous semble intéressant de les étudier et de les approfondir. Bienvenue à cette séance, une nouvelle solidarité vers une transition écologique. Pour cette séance, nous avons avec nous une modératrice. Pour le Mexique, c'est un honneur de l'avoir ici avec nous virtuellement. Je donne donc la parole à notre modératrice, Patian Lo,
conseillère de AVPN en politique. Je vais vous parler un peu de sa trajectoire professionnelle. Elle a des connaissances dans le secteur privé et civil aux États-Unis et en Asie, dans les domaines de la finance sociale, de l'entrepreneuriat social, de la philanthropie, du leadership sans but lucratif et des finances commerciales. Elle a été vice-présidente et directrice de la DBS Foundation. Avant, elle était directrice de philanthropie à NVPC à Singapour. Actuellement, elle fait partie des conseils de direction d'Artwork Collaborative et de Give Asia Kindness Foundation, une fondation philanthropique de finances collectives. Elle est conseillère de Trisector Associates, une entreprise de structuration. Elle a été consultante de Johnson & Johnson où elle a mis en œuvre une nouvelle stratégie dans le nord de l'Asie. Dans le cadre de ce forum virtuel, nous invitons toutes les personnes présentes et toutes les personnes, les habitants du globe, à rejoindre cette discussion. Nous avons lancé un appel à vidéo qui sera diffusé à la fin de cette séance plénière. Je donne à présent la parole à notre modératrice, la modératrice de cette séance plénière numéro 4. Patiane, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maria. Et bonjour à tous nos amis qui sont connectés aujourd'hui. Bonsoir, depuis là où je suis, à Singapour. C'est un grand plaisir d'être en votre compagnie. Et en tant que membre du comité de direction de JCEF, c'est un grand privilège d'être ici en présence des grands intervenants qui vont prendre la parole aujourd'hui. Cette séance est consacrée au thème suivant, une nouvelle solidarité pour une transition écologique. Lorsque l'on parle de cette transition, il faut reconnaître que c'est une transition qui exige l'intégration de tous les segments de la société, y compris les entreprises, les investisseurs, les gouvernements, les entrepreneurs sociaux, les activités, les associations à but non lucratif, etc. Cette transition ne sera pas aisée et le succès dépendra de l'exploitation des interconnexions entre le genre, les moyens de subsistance, l'enseignement, etc. Notre expérience de la pandémie nous a montré clairement cette interdépendance. À un niveau mondial, l'économie sociale et solidaire a de grands enseignements à nous donner sur comment, dans un tel contexte, l'économie ne rivalise pas avec l'environnement, mais coexiste en harmonie avec lui. Dans mon pays, on voit déjà un grand nombre d'entreprises sociales qui essayent de réduire l'impact du changement climatique dans mon pays et nous essayons de trouver des solutions à travers des programmes de moyens de subsistance, la résistance aux catastrophes naturelles et des entreprises à faible empreinte carbone, entre autres. Je suis donc tout particulièrement heureuse aujourd'hui de donner la parole à des spécialistes d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique et d'Asie du Sud qui vont nous parler de leur expérience en matière de politique, de société civile et de secteur privé pour parvenir à une plus grande solidarité dans le secteur de l'économie, de la société et de l'environnement pour une transition écologique. Très rapidement, sans plus attendre, je vais présenter nos intervenants. Nous aurons Madame Esther Vidal, directrice des services de la coopérative pour l'économie sociale et solidaire de la mairie de Barcelone en Espagne. Nous aurons également Monsieur Ranji Nandai Bariam, membre du conseil intérimaire de la plateforme de la jeunesse autochtone d'Asie dans le pacte des peuples autochtones.
Nous avons également René Audet, professeur de l'Université de Québec à Montréal. Nous avons également avec nous Anna-Karina Quintero, conseillère pour la Société allemande pour la coopération internationale, le GIZ en Colombie. Nous avons également Ramatuka So, conseillère en politique et relations internationales des villes et gouvernements unis. Et enfin, nous avons Monsieur Proust, coordinateur du programme environnemental du PNUD Mexique. Il s'agit donc d'intervenants très intéressants. C'est eux que vous l'entendez parler, pas moi. Donc, je vais commencer par donner la parole à nos intervenants qui vont répondre à la première série de questions. Nous allons leur poser 2 séries de questions et ensuite, nous leur demanderons de nous faire part de leurs observations finales à la fin des 2 heures. Notre première question est donc une question très intéressante pour moi et pour tout le monde. Quels enseignements fournit, quel changement propose l'économie sociale et solidaire pour cette transition? Et quels enseignements fournit l'économie sociale et solidaire sur le développement durable à l'heure du changement climatique? Monsieur Vidal aura la parole en premier et il sera suivi par les autres intervenants. Vous avez la parole, Monsieur Vidal. Madame Vidal, pardon. Merci beaucoup, merci au secrétariat, merci de m'avoir invité à cette séance. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être à cette plénière pour vous faire part de mes réflexions depuis Barcelone sur une question dont on pourrait parler pendant tout le forum et même au-delà. C'est un défi à long terme, un thème fondamental qu'il faut aborder avec détermination. Je voulais vous parler d'abord de l'expérience de la mairie de Barcelone et en particulier depuis mon poste sur les politiques d'économie sociale et solidaire. Concernant le sujet de la plénière, je voulais donc parler de la transition écologique et sociale qui s'impose et du défi environnemental auquel nous sommes confrontés. C'est également un défi pour les villes du sud de l'Europe dans notre cas. Depuis notre municipalité, au début de l'année, avant la pandémie, qui donne encore plus de sens à cette transition, à cette urgence, et bien depuis ce moment-là, nous avons lancé une déclaration sur le changement climatique qui comprend les différents défis pour la ville, et ce afin de réfléchir avec les citoyens, les entreprises, les institutions à des mesures possibles face à ces défis. Je voulais donc vous parler des grandes lignes de cette déclaration. Elle comprend la nécessité de travailler pour changer notre modèle urbain, notre modèle de mobilité, d'infrastructure, de notre modèle énergétique, de notre modèle économique. Nous devons également changer notre façon de consommer et notre gestion de déchets, notre façon de nous alimenter et aussi notre modèle de culture et d'éducation. Tout cela se fonde sur des aspects qui nous montrent bien la relation avec l'économie sociale et solidaire. Nous cherchons à répondre aux besoins pour le bien commun en faisant coopérer différents acteurs, en agissant toujours, bien sûr, dans le respect de l'environnement. Quel rôle peut jouer ici l'économie sociale et solidaire pour relever ces défis?
Elles partagent des principes et des pratiques avec les politiques que nous sommes en train de promouvoir. Ces politiques cherchent à transformer le modèle économique pour bâtir une économie plurielle où les administrations publiques joueront un rôle central et où les entreprises joueront également un rôle central. L'économie sociale et solidaire est donc évidente ici. Pour vous donner des exemples concrets, pour modifier notre modèle de mobilité à Barcelone, nous construisons un hub, un pôle durable qui est géré de façon communautaire par 26 entités, des villes concernées et engagées en faveur du développement durable. Nous collaborons également avec, donc sur le changement énergétique avec le tissu de l'économie sociale et solidaire et des entreprises et des communautés qui mènent des projets pour des communautés autonomes en matière de production et de consommation, ce qui nous permettra de progresser vers une meilleure souveraineté énergique. Nous nous engageons également en faveur d'un changement des modes de consommation pour générer une consommation plus consciente, plus critique et responsable envers l'environnement. L'économie sociale et solidaire peut manifestement générer un tissu d'entreprises conscientes des limites des ressources naturelles afin d'innover et de chercher des solutions et des réponses aux besoins collectifs, des réponses qui soient plus compatibles avec la préservation de la planète. Un tissu économique engagé envers des systèmes de production durables, un tissu d'entreprise également qui soit capable de diriger la création de projets et de services alternatifs pour être compatible avec le développement durable et enfin développer des modèles de coopération avec d'autres acteurs économiques ici, avec la mairie, des modèles de gouvernance économique engagés en faveur du développement durable. Merci beaucoup. Merci Esther, je suis ravie de vous entendre parler du rôle des entreprises en étant d'abord consciente des défis, mais aussi en innovant activement, en proposant des solutions pour un développement durable. Il faut également faire participer d'autres organismes et d'autres acteurs pour que cela soit possible. Je vais à présent donner la parole à Monsieur Raziante de la plateforme des jeunes autochtones. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de l'économie sociale et solidaire et comment elle peut soutenir cette transition vers cette transition écologique? S'il vous plaît, allumez votre micro et vous avez la parole. Merci Patienne, merci aux organisateurs de m'avoir donné l'occasion de parler de nos préoccupations et des enseignements que nous avons tirés depuis l'Asie. Bonjour à tous. Les peuples autochtones sont engagés en faveur de la lutte contre le changement climatique à différents niveaux. Nous ne sommes pas simplement des victimes des changements climatiques. Nous sommes aussi des acteurs, des moteurs de changement qui pourraient fournir des solutions contre la crise climatique. Nos points forts, ce sont les ressources naturelles que nous avons gérées de façon durable pendant des générations grâce à notre système traditionnel. Notre territoire abrite 80% de la biodiversité de la planète et au moins 24% du carbone stocké
sous le sol dans nos forêts tropicales. Toutefois, les peuples autochtones se trouvent confrontés à d'immenses menaces de la part de l'industrie de l'extraction, de l'industrie agroalimentaire, de l'agriculture. Les activités et les plans fondés sur la recherche du profit sans rechercher le consentement libre et éclairé des peuples autochtones affectent les fondements de la lutte contre le changement climatique, mais impactent aussi la biodiversité et donc le développement durable. Ils accélèrent aussi les évictions des peuples autochtones sans compensation juste et adéquate, mais entraînent aussi le meurtre, l'assassinat de personnes qui défendent le territoire dont dépend leur moyen d'existence. Pour garantir donc les droits collectifs au territoire et aux ressources, il faut lutter contre le changement climatique. Les droits des populations autochtones ont été aussi soulignés par le GIEC l'année dernière. Garantir les droits territoriaux des populations autochtones, c'est une solution efficace pour lutter contre le changement climatique. Pour les peuples autochtones, la reconnaissance et la protection des droits au territoire et aux ressources naturelles sont essentielles pour garantir des solutions efficaces et durables, non seulement pour lutter contre les changements climatiques, mais aussi pour faire face à différents problèmes et même à la pandémie récente de Covid. Par exemple, un village en Thaïlande, un village autochtone, a pu faire face à la pandémie grâce à des méthodes autonomes de gestion du village. Nous avons donc besoin d'un système qui aide les peuples autochtones à prospérer, à maintenir leurs pratiques économiques, sociales et culturelles, plutôt que de permettre aux entreprises de leur dicter ce qu'elles doivent faire. Les accords de Paris recommandent également aux parties de respecter les droits individuels et les droits des peuples autochtones dans la lutte contre le changement climatique. Pour terminer, il faut que les gouvernements aient une volonté politique, ici en Asie, pour faire passer les droits des populations autochtones au cœur de leurs actions de lutte contre le changement climatique. Cela devrait se faire avec la participation pleine et complète des peuples autochtones dans tous les processus de décision politique liés à la transition agricole et écologique. Merci. Merci pour cette perspective. La Terre a bien sûr une grande sagesse et il faut la préserver pour que nous puissions garantir, préserver nos ressources. Nous parlerons ensuite de la préservation et de la garantie de ces droits. Je vais à présent poser la même question à René Odette du Canada. Le Canada est très loin de l'Asie, mais je suis certain qu'il se trouve confronté à des défis similaires aux nôtres. Pourriez-vous nous dire comment vous pensez que l'économie sociale et solidaire peut proposer une façon alternative de procéder à cette transition écologique? René, si vous voulez bien allumer votre micro, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Lowe, pour cette présentation. Merci aux organisateurs. C'est un plaisir pour moi de parler à autant de gens qui viennent d'un peu partout aujourd'hui, surtout sur le sujet qui me passionne le plus, celui de la transition écologique. Alors moi, je parle d'une position de chercheur.
Et une partie de mes recherches, justement, vise à comprendre qu'est-ce qu'on entend par transition écologique, qu'est-ce que ça veut dire et comment les gens en parlent, c'est-à-dire que lorsque les entreprises, les gouvernements, les syndicats parlent de transition écologique, ce n'est pas toujours la même chose que lorsque les groupes citoyens, les groupes porteurs d'innovation sociale et même de l'économie sociale parlent de transition écologique. Alors, il y a plusieurs visions de la transition et je pense que c'est un premier pas intéressant d'essayer de définir un peu mieux qu'est-ce qu'on entend. Et ça permet de mieux répondre à la question sur ce que l'économie sociale a de différent à proposer sur la transition écologique. Ce qui se dit sur la transition, en tout cas ici au Québec et aussi au Canada, je pense qu'on pourrait dire aussi en Amérique du Nord et sans doute en Europe, c'est qu'on considère la transition comme une sorte de stratégie de substitution technologique, de remplacement de certaines technologies et ou encore de substitution énergétique. Alors, la plupart du temps, on veut dire de remplacer les énergies fossiles par des énergies qu'on considère propres. C'est une pensée dominante, on pourrait dire, la plus répandue sur la transition. Quand les gouvernements font des politiques sur la transition énergétique ou l'économie verte, par exemple, ça va être très technocentriste, très axé sur ces technologies et sur l'énergie. Donc, ça consiste souvent à coordonner des transformations techniques sans vraiment changer autre chose à l'ordre social, sans aborder les injustices sociales, ici au Canada, notamment les relations justement avec les Premières Nations, les peuples autochtones, sans s'attarder au fondement des structures économiques. Alors parfois, je pense que le discours sur la transition, il est un peu... il manque un peu de critique. Mais ce n'est pas tous les gens qui parlent de transition de la même façon comme je vous l'expliquais. Ici, au Canada, avec la COVID, on parle de plan de relance verte. Ça veut dire, en gros, donner de l'argent aux entreprises qui sont dans le domaine des technologies vertes avec l'espoir qu'on va créer des emplois. Donc, pour moi, c'est une vision qui est quand même assez restreinte et qui manque un peu de perspective. Et en plus, c'est souvent une vision qui est utilisée pour, disons, justifier des décisions comme le développement de l'industrie du gaz naturel, alors qu'on devrait plutôt arrêter d'utiliser le gaz naturel, au moins chez nous, où on a beaucoup d'énergie qui est plus propre. Alors, par contraste, si on regarde ou si on imagine une transition écologique fondée sur l'économie sociale, nous pourrions supposer une plus grande diversification économique, une relocalisation par les circuits courts, une plus grande autonomie, puis surtout peut-être une plus grande résilience pour les communautés. Et donc, je pense qu'une économie sociale et solidaire mènerait aussi vers le démantèlement des structures de domination économique qu'on a appelées depuis plusieurs années l'échange inégal. Les pays du Nord, éventuellement, dans cette transition écologique, vont devoir apprendre à repenser leur économie sans dépendre d'un système de domination qui est inacceptable. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Plus concrètement, localement ici, qu'est-ce que j'observe dans les projets citoyens que j'accompagne à Montréal, dans les quartiers, c'est que la motivation des gens pour s'engager dans la transition écologique, c'est pas toujours les raisons qu'on pense spontanément. On pourrait penser que la protection de l'environnement, de la nature ou l'amélioration du cadre de vie sont les principales motivations pour les citoyens et les citoyennes de s'engager dans la transition écologique. Mais ce qui ressort de mes travaux, de mes recherches là-dessus, c'est que la motivation la plus importante, c'est le développement des liens sociaux à travers l'engagement, la participation citoyenne. Notre société, depuis une centaine d'années, a été fortement marquée par un processus d'individualisation.
L'individualisme se fait de plus en plus fort. On le voit, nous sommes atomisés dans le travail, dans la consommation, dans la vie quotidienne. Et je crois qu'il y a un sentiment grandissant, une sorte de besoin, une sorte de manque de relations sociales concrètes et réelles avec les gens qui nous entourent. En ce moment, la lutte contre la COVID avec les consignes de confinement qu'on vit, en tout cas ici à Montréal, rend ce besoin de contact et ce besoin de lien social encore plus important, encore plus saillant. Et je pense que, en tout cas, à mon avis, c'est ce besoin qui devrait être au cœur de nos réflexions sur ce que signifie la transition sociale et écologique, en tout cas chez nous. Mais je pense que on pourrait généraliser cette idée à plusieurs endroits. Et donc, mon propos, pour résumer, c'est qu'il faudrait, je pense, déplacer le regard lorsqu'on parle de transition. Laisser tomber un peu les prouesses technologiques et se concentrer un peu sur la socialisation. Évidemment, pour un sociologue comme moi, c'est facile à dire, mais je pense que l'économie sociale et solidaire va aussi dans cette même direction et on a déjà commencé à l'entendre ce matin. Alors, voilà pour l'instant ce que je voulais dire. Merci. Thank you very much, Renee, and thank you for reminding us that an ecological transition isn't only just about the technical matters. Merci beaucoup, Renée, et merci de nous rappeler qu'une transition écologique ne porte pas que sur les aspects technologiques, mais aussi sur tant d'autres aspects pour nous en tant que citoyens, en tant que membres de la communauté. Ça porte sur la manière dont on développe les réseaux, la communauté, et tout cela en faveur de l'environnement. Maintenant, je voudrais aussi entendre la perspective de Ana Karina Quintero qu'elle partage sa perspective. Merci. Salutations à tout le monde. Merci beaucoup. La economía social y solidaria. Je voudrais vous dire que pour y también la implémentation Colombie, l'économie sociale et solidaire est un défi, ainsi que la mise. Contamos con la fortuna de que en países como Colombia se ha podido desarrollar una política que apunta hacia el desarrollo de criterios de sostenibilidad, de creación de bienes y servicios que aporten a que haya un desarrollo sostenible, que si bien hoy en día están tomando mucho más auge por las diferentes tendencias que hay, tanto de consumo como de, por ejemplo, también en el marco de la pandemia, en donde los consumidores están prefiriendo productos diferentes, productos con un valor agregado que de verdad generen un beneficio a comunidades, a la sociedad y al medio ambiente. Entonces, en este sentido, cobra mucha relevancia que... Dans ce cadre, dans ce sens, por ejemplo, nous el Plan avons... que es una estrategia que ha desarrollado el gobierno de Nous avons développé une stratégie depuis le gouvernement pour que chacune des actions ait un accompagnement, une aide pour favoriser, oui, le respect de l'environnement, mais aussi maintenant d'inclusion sociale, d'associativité, de création de valeurs partagées, par exemple des stratégies comme les systèmes participatifs de garantie où ce que l'on cherche, c'est qu'à travers la commercialisation, l'on puisse profiter des différents produits du pays. Nous voulons favoriser le développement au niveau local ou culturellement, il y a aussi une tradition pour le travail communautaire, solidaire. Malheureusement, parfois il y a eu
des problèmes au niveau de l'utilisation durable des ressources naturelles fournissant des biens et des services de consommation locale pour des personnes qui sont intéressées aporta muchísimo desde el punto de vista a la sostenibilidad. à favoriser la croissance économique de la Colombie. Donc oui, on doit penser à la durabilité, au changement climatique avec des entreprises produisant de la valeur et permettant des changements dans le pays et au niveau mondial. Voilà quelle est ma perspective et l'apport depuis la Colombie. Thank you so much, Anna. And I think it's great to hear from you about the important role that government policies will play to catalyze this type of effect from the social and solidarity. Merci. Effectivement, je pense que nous pouvons potentialiser l'efficacité de l'économie sociale et solidaire. C'est très en relation avec ce que l'on disait au début sur le travail de la mairie à Barcelone, par exemple. C'est très intéressant et je pense qu'on va pouvoir le reprendre. Maintenant, nous allons entendre nous allons passer la parole à notre intervenant, Radmatuka Sao, l'Afrique, qui va nous dire de quelle manière l'économie sociale et solidaire peut favoriser la transition écologique. Radmatuka, est-ce que tu peux nous partager tes opinions? Voilà, merci Madame Lo. Merci à tous ceux qui m'ont précédé. C'est toujours difficile de prendre la parole après autant d'experts sur la question de la transition écologique et de l'économie sociale et solidaire. En tout cas, je voudrais vous remercier d'avoir associé Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique à participer à travers ce panel à la réflexion sur la question de la transition. Comme vous le savez, Africité est une des activités phares de CGLU Afrique qui se tient chaque 3 ans. Et le dernier Africité en 2018 à Marrakech a été l'occasion de réfléchir sur les transitions, des transitions à engager au niveau des territoires africains, que ce soit les territoires urbains ou ruraux, dans le cadre des agendas mondiaux et dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui prône une transformation structurelle du développement économique et social de l'Afrique. Ce forum, je pense, aujourd'hui, nous vient à son heure parce qu'on se retrouve avec 2 dates clés. La première, c'est la date de 2008 avec la crise financière mondiale, où on a pensé qu'on pouvait effectivement changer de mode de pensée quant au développement économique. Malheureusement, nous n'avons pas su impulser ce changement. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en 2020 avec une pandémie mondiale qui a entraîné une crise économique annonciatrice d'une récession mondiale. Donc, cette pandémie nous a montré que le modèle classique de développement économique a montré ses failles et ses limites. Et partout, on nous promet que le monde après Covid ne sera plus le monde d'avant. Donc, nous prenons acte. Nous sommes des acteurs de ce changement du monde de demain. Et aujourd'hui, cette crise écologique qui se conjugue aux crises économiques et sociales, non seulement est amplifiée, mais nous interroge. Au niveau de CGLU Afrique, qui regroupe l'ensemble des collectivités territoriales africaines, nous prenons cette question de la transition à travers le prisme de la définition des politiques publiques au niveau local. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est-à-dire que la transition écologique nous amène à repenser notre modèle économique et social, repenser nos façons de consommer, je pense que chacun l'a dit tantôt, de produire et de vivre ensemble. Elle implique pour nous de nouvelles formes de gouvernance. Je pense que l'aspect gouvernance
autant pour l'économie sociale et solidaire que pour la transition économique, est un point important. Parce que nous avons un modèle qui est là, donc un modèle économique, mais aussi un modèle de gouvernance qui a toujours découlé du modèle économique que nous proposons dans nos territoires. Donc aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, à travers son approche innovante de mise ensemble des synergies, en tout cas pour les collectivités territoriales africaines, nous pousse à réfléchir dans ce sens et apporte un plus dans cette transition. Comme quelqu'un l'a dit tantôt, l'économie sociale et solidaire fédère des énergies au niveau local, et en tant qu'acteur du niveau local, en tant qu'acteur définissant des politiques au niveau local, nous pensons que cette coalition d'acteurs, de diversité d'acteurs dans la définition des politiques publiques au niveau local constitue en tout cas un apprentissage, en tout cas un plus que nous pouvons retenir de l'économie sociale et solidaire. Elle est aussi innovante et intéressante pour nous en ce sens que dans l'approche territoriale du développement local, nous parlons tous aujourd'hui de l'économie verte. Et pour parler de l'économie verte, nous nous tournons vers ces acteurs de l'économie sociale et solidaire qui nous enseignent effectivement que l'économie verte est créateur d'emplois, il est porteur de croissance et aujourd'hui, il n'est pas en contradiction avec l'économie classique telle que définie auparavant. Donc, ces emplois verts, en tout cas, contribuent à diminuer les consommations d'énergie, d'eau, à minimiser les déchets. La transition énergétique, aussi, nous le prenons des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, une dynamique intéressante au niveau des territoires de l'Afrique subsaharienne, c'est cet exercice de planification, cet apprentissage de planification territoriale avec une approche de transition. Parce que vous le savez tous, on est dans une transition démographique, parce que nous savons tous qu'au niveau de la croissance démographique en Afrique, nous sommes confrontés à une augmentation très importante de la population. Cette augmentation très importante de la population constitue, comment je peux l'appeler, une contrainte supplémentaire pour le partage des richesses, pour l'utilisation des richesses et même pour le modèle de développement. Parce que nous voulons nous développer, mais en même temps, nous devons le faire dans le cadre d'une transition. Donc, au niveau subsaharien aujourd'hui, il y a une dynamique au niveau des territoires, que ce soit à Dakar, au niveau de la ville de Dakar, qu'au niveau de toutes les villes, il y a cette prise de conscience. Maintenant, nous n'avons pas, et je pense que c'est là où on doit justement aller vers une plateforme ou en tout cas aller vers une coalition avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, d'arriver à un cadre juridique. Parce que c'est ce cadre juridique qui va favoriser autant les collectivités dans la définition de nos politiques publiques, mais autant permettre une coalition avec les acteurs. L'économie sociale et solidaire nous offre la possibilité de définir et de poursuivre des intérêts collectifs et de les mobiliser à des fins et de mobiliser à cette fin plutôt les énergies individuelles. Donc ça aussi, c'est une connaissance que nous tirons et que nous apprenons des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire cette synergie, cette façon de faire et de travailler. Je pense que c'est aussi ça que nous devons en tout cas apprendre. La transition devra s'appuyer parce qu'on parle tous de responsabilité individuelle, de responsabilité collective et c'est un des enseignements, en tout cas une des valeurs que l'économie sociale et solidaire promeut et qui pour nous est quelque chose d'hyper intéressant. Le deuxième point que je voulais aborder par rapport à cette thématique, c'est la durabilité, l'enseignement de l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce qu'elle apporte à la durabilité. Je pense qu'on a, en plus des points qui sont importants et que j'ai soulignés en termes d'apprentissage, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a un point, en tout cas, qui n'est pas encore abordé, c'est tout ce qui est financement solidaire. Je pense que ça aussi, à travers les coopératives, à travers les mutuelles, dans beaucoup de localités africaines, le développement ou en tout cas des actions au niveau territorial se sont financées à travers ces mécanismes solidaires. Et nous pensons que les collectivités territoriales aujourd'hui doivent apprendre de ces mécanismes pour pouvoir, à l'échelle la plus proche des populations,
arriver à pouvoir financer cette transition parce qu'on n'en parle pas. Mais c'est quelque chose d'important. Et pour finir un peu sur ces questions, c'est le modèle de nos villes. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous apprenons sur le modèle de ville? Aujourd'hui, la ville africaine, elle est construite sur un schéma colonial ou sur un schéma classique. Comment, à l'orée des transitions où nous devons avoir une transition en matière de gouvernance, une transition en matière de démocratie locale, une transition de démographie, comment nous pouvons repenser, créer une rupture et repenser un modèle endogène africain pour arriver à des territoires durables. Et ça, je pense que c'est des enseignements que nous pourrons apprendre de l'économie sociale, ou en tout cas des dynamiques d'économie sociale et solidaire. Et je pense que ces modèles de ville, je n'aime pas trop comment on appelle ça, l'appellation ville intelligente, mais en tout cas des villes, des territoires qui s'approprient ces dimensions écologiques et qui puissent le faire avec les populations pour le bien-être de ces populations. Donc, ces différents aspects de gouvernance, de financement, ces aspects de transition, je pense que c'est ça que l'économie solidaire aujourd'hui apporte comme valeur, apporte comme enseignement dans la définition de la transition écologique. Merci. Thank you very much, Ramatuka. Your sharing was very passionate and inspiring, and I particularly like the point about not so much smart cities, but actually cities of social solidarity. And I think the point also about the new models of governance. Merci beaucoup, Ramatuka. J'ai bien aimé cette idée de nouveaux modèles de gouvernance, de cadre régulatoire. Il y a beaucoup à réfléchir là-dessus. Et je pense que maintenant, nous pouvons continuer avec la ville de Mexico. S'il te plaît, nous allons t'entendre, Sébastien, avec ton opinion sur la transition écologique et la nouvelle solidarité. Merci, je suis très heureux d'être en ce moment avec vous pour parler de ce thème essentiel. Comment réussir à faire des transformations environnementales dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Je m'appelle Sébastien Proust et je coordonne au Mexique le programme de Petits Dons, qui est un programme du GEF qui est présent dans un pays. Et notre travail, c'est de proposer des dons à des coopératives, à des entreprises solidaires, à des coopératives locales, justement pour cela, pour parvenir à des transformations agroécologiques, énergétiques, de résilience, n'importe quelle transition environnementale reliée au changement climatique, à la régénération des sols et à la conservation de la biodiversité. Donc, notre travail au niveau global, c'est justement ça, soutenir les communautés pour parvenir à la transition. Et ici au Mexique, comme vous le savez bien, il existe un écosystème très important de coopératives et de communautés organisées, comme la propriété collective, la gouvernance collective de la terre. Donc, nous sommes avec ces coopératives pour leur offrir des petits dons pouvant favoriser ces changements. Aujourd'hui, j'ai entendu une conférence dans une coopérative. Je suis là à Felipe Cayo Puerto, dans une coopérative dans le sud du Mexique, au Quintana Roo. Et je pense que cette coopérative montre bien comment elles peuvent contribuer aux transformations. Cette coopérative recycle des bouteilles, comme vous le voyez ici, mais en plus, elle promeut l'énergie renouvelable. C'est-à-dire que c'est une coopérative dont le projet consiste à favoriser la transition vers des énergies propres, l'énergie solaire, l'utilisation de la biomasse. Et je pense que c'est un bon exemple de l'importance des coopératives pour la transition. Dans ce cas, la transition énergétique vers des énergies renouvelables. Adopter d'autres
d'autres écotechnologies comme l'énergie solaire impliquent beaucoup de solidarité et beaucoup de travail conjoint. Tout d'abord pour apprendre à adopter ces nouveaux modes de production, mais aussi pour ensuite s'aider mutuellement. Je vais vous montrer un exemple. Voici un des projets que nous avons développé. C'est une marmite solaire, une casserole solaire. C'est une manière de cuisiner avec du soleil. C'est délicieux, c'est très simple, ça économise absolument 100% d'énergie. Mais nous pensons qu'une entreprise cherchant à but lucratif pourrait difficilement développer ça. Mais nous, on va au-delà même de la transition écologique et on cherche la solidarité. Et dans ce cas, ceci est produit par des femmes qui sont solidaires entre elles. Par ailleurs, je voudrais aussi poser sur la table le thème de la résilience, qui est très important pour le changement climatique. Nous, ici, dans cette région où je me trouve, au Yucatan, dans le sud du Mexique, nous avons eu 3 ouragans et 2 orages tropicaux. Et donc, il y a des paysans qui ont perdu 3 fois leur récolte. C'est une réalité. Ça a été déjà démontré que dans notre région, les ouragans sont plus intenses qu'avant. Donc ici, pour parvenir à cette fameuse résilience, pour nous adapter au changement, que peuvent faire les coopératives? De quelle manière la solidarité entre les groupes est essentielle? Nous avons par exemple une communauté qui a souffert de grandes inondations et la communauté, au lieu de dire « bon, ben tant pis, on va fabriquer plutôt des confitures », ils ont dit non, on va se réunir et on va chercher la solution. Et je pense que cet aspect dans un climat changeant, cet aspect de solidarité est essentiel parce qu'il permet de dialoguer et la prise de décision. Et finalement, je voudrais aborder justement ce thème Covid. Au Mexique, comme partout dans le monde, cela a touché fortement les communautés locales. Et ce que nous voyons, c'est que les coopératives de la région qui ont des fonds, oui, ont reçu un coup très dur. Ça a été difficile. Il y a eu même des morts dans la communauté, mais le soutien mutuel a permis de survivre dans cette époque où il n'y avait aucune vente ni rien. Et là, maintenant, on travaille très fort à la récupération. Je pense que dans ces époques de crise, que ce soit le changement climatique, la dégradation de la biodiversité ou la COVID-19, eh bien, c'est à ces moments de crise où l'on voit clairement l'importance du tissu social, de l'union et de la solidarité qui nous permet de résister. Voilà ma participation. Merci beaucoup. Thank you very much, Sebastian. And I find it very amazing. Merci beaucoup, Sébastien. C'est impressionnant de voir comment partout dans le monde, on travaille sur le même type de thématique. Et quand je vois tout ce qu'on a dit sur l'importance de renforcer la résilience des communautés locales, à partir de l'économie sociale et solidaire et de ses acteurs, je pense que les bénéfices pour la force du tissu social et pour la résilience, seulement devant les désastres naturels, mais aussi devant d'autres crises, comme le disait bien Sébastien, comme l'ont dit les personnes qui l'ont précédé, par exemple, au niveau des communautés autochtones. L'économie sociale est très importante. C'est ça aussi qui permet le succès de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire nous permet de penser autrement la transition écologique pour aller au-delà des discours sur l'énergie ou la technologie.
Dans l'économie sociale et solidaire, on, on, on trouve une vision bien plus large. Ramatuka nous parlait de l'adoption d'un nouveau modèle de gouvernance. Anna nous parlait de l'importance des politiques du gouvernement en Colombie pour catalyser le changement. Et Esther mentionnait aussi que dans son cas, la mairie a eu aussi un rôle fondamental pour aider les différents acteurs à mieux s'articuler. Je pense qu'à partir des premières questions, nous avons eu un dialogue très enrichissant. Et c'est un thème très vraiment excitant. Nous avons de très nombreux participants qui sont là pour entendre ce que les experts ont à dire. Je vous rappelle que vous pouvez participer sur les réseaux sociaux ou avec notre hashtag GCF 2021 ou sur notre site gcf2021.org. Notre thème est le thème de ce forum, c'est à plus de défis, plus de solidarité. Et c'est justement ce dont nous nous sommes entretenus dans cette session. Maintenant, quand on parle d'opportunités qu'offre l'économie sociale et solidaire, nous voudrions demander à nos intervenants de détailler les stratégies spécifiques à adopter pour le développement local, économique et social. Nous avons tous dit qu'il est très important de favoriser la transition écologique et d'y parvenir. Quelle serait la vision stratégique de l'économie sociale et solidaire dans vos différentes régions? Nous allons suivre le même ordre que dans la prochaine ronde. Alors, je voudrais qu'on commence avec Esther, qui nous partagera sa perspective depuis Barcelone. Destacaría que estas estrategias deben compartir tres características básicas, ¿no? que han ido saliendo. Por un lado, la parte del protagonismo de la comunidad, ¿no? Le rôle de la communauté, le tissu des entreprises ou la communauté et ses façons de s'organiser entre citoyens. La communauté est donc acteur de ces politiques, mais aussi sujet, c'est-à-dire qu'il faut chercher des nouvelles formes de gouvernance qui permettent de travailler pour et avec le tissu social, le tissu avec lequel on travaille. Deuxième point, il faudrait rechercher un développement autocentré en accordant la priorité à la satisfaction des besoins et non pas à la rentabilité du capital. Il faut se centrer sur ces besoins locaux et pouvoir le faire au moyen des ressources locales. Ce serait un processus endogène qui utiliserait les ressources de la communauté, de la localité, pour développer un tissu socio-économique plus solide et moins dépendant de l'extérieur. Tout ceci doit être fait par différents acteurs, par les administrations locales ici, mais aussi les autres acteurs économiques. Le tissu de l'économie sociale et solidaire, ici c'est important, mais aussi le tissu des entreprises qui prend de plus en plus conscience de ses responsabilités envers le développement de leur environnement, quel qu'il soit. C'est aussi le rôle de la communauté, qu'elle soit organisée ou non. Depuis cette perspective, à Barcelone, avec l'économie sociale et solidaire de la ville, nous avons monté une stratégie sur 10 ans pour promouvoir l'économie sociale et solidaire de la ville et son rôle dans la relance d'une économie pour la vie
en faveur de la vie dans notre ville. Ça a été un processus très enrichissant qu'on a mené après une première politique et une évaluation d'ensemble qui a bien montré le besoin de privilégier, de fixer des priorités, de déterminer où collaborer pour unir nos efforts. Nous avons donc travaillé dans ce sens. En septembre, nous avons terminé la mise en œuvre de cette stratégie. Nous avons identifié différents secteurs dans lesquels mener des stratégies sectorielles ou développer l'économie sociale et solidaire. Et à partir de là, et travailler depuis cette économie sociale solidaire. Ces secteurs sont clairement liés à une transition écologique, la mobilité, l'énergie, comme on le disait au début, le soin des personnes également. Ces 10 prochaines années, nous allons donc devoir adopter une perspective sectorielle et mener des projets sectoriels. Quelques leviers essentiels, par exemple, la consommation consciente et responsable qui vont nous permettre de continuer de progresser dans ce sens-là. Quelques défis également. Si on n'arrive pas à intégrer l'économie sociale et solidaire dans tous ces secteurs, on ne progressera pas. Un défi, c'est la transition écologique, mais aussi l'économisme, le féminisme, le développement du numérique. Et il faut donc être veillé à ce que tout cela soit intégré. Merci Esther, je suis tout à fait d'accord sur l'importance de s'organiser avec différents acteurs pour mener ce mouvement. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Raj et Andai et lui demander comment favoriser le développement économique et social depuis les communautés. Merci. C'est très intéressant de parler de ces perspectives et d'écouter ces perspectives et expériences de différents acteurs de l'économie sociale et solidaire. Depuis la perspective des peuples autochtones, je dirais que nous vivons dans des régions riches en ressources et les pratiques économiques et sociales y sont très durables, sont éprouvées. Mais l'un des dangers, c'est que les systèmes autochtones sont souvent décrits comme datés ou dépassés, alors qu'en réalité, nous sommes respectueux de la nature. On voit donc qu'il y a un système d'accumulation, alors que nous prenons un système de respect. Les peuples autochtones sont un exemple vivant de respect envers les droits locaux. Ils prennent la parole pour autonomiser les populations autochtones. Il nous faut un système de soutien et de préservation des pratiques locales et les méthodes de production qui sont simples mais tout à fait compatibles avec le respect de l'environnement. Ces pratiques ne sont pas vraiment compatibles avec les intérêts économiques. Il importe... le micro est coupé. Raziande, I think your microphone has been turned off. If you could check your microphone, please. Thank you.
Okay. I was saying that Je disais donc que nous prenons la parole, nous défendons un système qui défend la diversité et fournit le soutien dont les peuples autochtones ont besoin pour défendre leurs valeurs, leurs pratiques et pour également apprendre d'eux. Le développement de l'économie locale doit être fait à différents niveaux. Il faut leur permettre de défendre leurs droits, mais aussi enjoindre les gouvernements à soutenir leurs droits, sensibiliser les jeunes aux valeurs de leur culture, de leurs aliments, de leur travail. Tout cela ne devrait pas être colonisé par le consumérisme. Ce que l'on voit, c'est que, comme je l'ai dit auparavant, nous sommes autonomes, nous sommes autosuffisants grâce à nos pratiques durables. Mais je voudrais insister sur l'idée que nous ne faisons pas partie de la nature, nous sommes la nature. Porter atteinte à l'environnement, c'est nous couper à nous-mêmes les membres comme les membres de notre corps. Merci. Je suis tout à fait d'accord sur l'importance de défendre une culture, des pratiques culturelles autochtones qui s'inscrivent dans le respect de l'environnement. À présent, pour revenir sur ce que vous avez dit auparavant sur la signification plus large de la transition écologique, il existe un lien très étroit entre la transition écologique et les conséquences ou les implications des réseaux sociaux. Quel lien voyez-vous entre l'économie locale et le développement social? Oui. René, votre micro, s'il vous plaît. Oui, alors les liens sont très importants. Je pense que si on veut réfléchir à une vision stratégique pour l'économie locale, le développement social, on doit penser au rôle de l'innovation sociale et de l'économie sociale dans les communautés. Et si on voulait peut-être élargir la question et penser à une vision plus large sur la transition écologique et comment pourrait se situer le mouvement de l'économie sociale et solidaire, moi, je pense qu'il y a deux éléments à considérer, tout en reconnaissant que les réalités sont différentes d'un endroit du monde à un autre. Et il n'y a pas de recette miracle et je ne pense pas qu'on peut trouver une solution universelle. Mais il y a quand même peut-être des pôles ou des grands principes qu'on pourrait essayer de reconnaître. Et le premier, je pense, c'est que cette vision pour la transition devrait être largement construite à partir de démarches participatives et démocratiques. Et il y a quelques intervenants déjà qui ont utilisé le mot endogène, une approche endogène. Donc, je suis un fervent partisan de ces approches endogènes dans les villes, dans les quartiers, dans les régions, dans les campagnes. Et donc, on peut penser à 1000 transitions écologiques, pas qu'une seule. Les narratifs ou les récits de la transition doivent être ancrés dans des contextes locaux pour qu'ils puissent être appropriés par les personnes, les habitants. Alors, pour moi, ça, c'est quelque chose qui devrait faire assez facilement consensus. En tout cas, je pense que ça reflète ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Mon deuxième élément, il est plus controversé. Vous avez le droit d'être en désaccord. Mais je pense aussi qu'on a besoin d'une plus grande planification économique.
Et ça, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de justice, il y a beaucoup d'enjeux on parle de justice climatique, de justice environnementale, et c'est des thèmes très importants. Alors, je vais en parler en essayant de prendre des précautions, tout en gardant en tête que je ne pense pas qu'il y ait une solution unique. Mais je pense quand même que la planification économique, c'est un enjeu très important dont on ne parle pas beaucoup. Pourtant, aujourd'hui, la planification économique, elle se fait dans les conseils d'administration, elle se fait dans les instances des grandes entreprises multinationales sans que personne ait vraiment un mot à dire. Et je parle surtout de la planification, de l'exploitation des ressources, de tout ce qui touche la capacité des écosystèmes à absorber notre mode de vie, donc d'absorber les pollutions, les puits de carbone et tout ça. On ne peut pas continuer de la manière que nous faisons aujourd'hui pour détruire ces puits. Alors, ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit juste avant sur l'approche endogène, mais je pense que les réalités écologiques aujourd'hui nous imposent de gérer les ressources naturelles de manière plus rationnelle et puis peut-être aussi de manière plus calculée et planifiée. Les pressions anthropiques, donc, sont telles que nous n'aurons pas le choix de gérer de manière plus serrée des activités comme l'extraction des ressources. Bien sûr, une planification devrait être démocratique, même peut-être participative, décentralisée. Mais sinon, si on n'a pas une planification qui est démocratique, elle ne sera jamais légitime et elle ne sera jamais efficace. Alors, il s'agit de trouver le bon niveau pour construire le consensus autour de la planification, tout en gardant en tête les principes de justice comme le principe de responsabilité commune mais différenciée qu'on utilise dans les négociations internationales sur le climat, par exemple. Ce qui veut dire que les pays responsables de la destruction des écosystèmes sont les premiers responsables de réduire leur consommation, l'extraction et tout ça. Mais on ne pourra pas aborder ces questions-là sans penser une certaine planification à long terme, à mon avis. Voilà, donc je pense qu'il y a une sorte de double polarité entre, d'une part, une stratégie de localisation économique, participative, démocratique, et d'autre part, une planification économique un petit peu plus centralisée, mais aussi participative et démocratique et juste. Je pense que dans bien des pays, notamment dans mon pays, il n'y a pas d'institution vraiment prête à assurer ces mandats. Il y a les autorités locales qui commencent à le faire, mais je pense qu'il y a un gros travail pour repenser les institutions pour aborder ces défis de la transition écologique. Et peut-être que l'économie sociale et solidaire a un rôle important pour nourrir la réflexion là-dessus. Voilà. Merci René pour cette perspective. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez d'une approche verticale qui va du haut vers le bas, mais du bas vers le haut également. Une méthode participative de participation, de mobilisation des parties prenantes, mais aussi de planification qui tient compte de considérations sociales et économiques qui ne figurent pas dans les planifications traditionnelles du passé. Ça me semble donc une très bonne introduction pour donner la parole à Anna Karina, qui nous a parlé des moteurs du développement économique et social local. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je dois dire que je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire René. C'est de la plus haute importance d'avoir une vision stratégique qui fasse participer les communautés, les secteurs de production, le secteur public, le secteur privé à la planification et à la prise de décision pour pouvoir comprendre ce qui se passe, le contexte et pour pouvoir prévoir les changements auxquels nous sommes confrontés
actuellement, que ce soit le changement climatique ou ses conséquences, les pertes de culture, par exemple, les pandémies et d'autres répercussions. Donc ici, je rejoins cette vision proposée par René et j'aimerais ajouter aussi que l'innovation peut permettre de rechercher des solutions afin de régler des problèmes environnementaux mais aussi sociaux. Cela nous permettra de repenser un peu notre façon de faire. On pourra à ce moment-là mieux observer notre entourage, notre environnement, la nature, comment la nature fonctionne pour que nous agissons en accord avec l'environnement et en faveur des communautés. Autre point important dans cette vision stratégique, il faut travailler sur des questions culturelles. Par exemple, en Amérique latine, en Colombie en particulier, dans beaucoup de régions, il n'existe pas suffisamment de confiance pour s'associer, pour travailler en équipe. Donc la question de la culture joue un rôle essentiel dans la construction de cette vision stratégique. Il faut commencer à prévoir les changements qui vont avoir lieu et rechercher des solutions en innovant pour ne pas maintenir notre façon de faire habituelle, mais pour agir en contribuant à la préservation de l'environnement. Il faut aussi chercher des solutions économiques et sociales pour les communautés. Tout à fait d'accord avec vous, Anna Karina. L'importance de créer un climat de confiance avant de développer une vision stratégique tous ensemble, c'est essentiel à tous les niveaux, local, régional, national et au niveau des communautés, évidemment. Je voudrais à présent donner la parole à Ramatuka sur ce qu'elle a entendu parler jusqu'à présent sur cette vision stratégique du développement économique et social. Merci, Madame Laure. Donc, sur la vision stratégique j'aimerais en tout cas, sous l'angle des collectivités territoriales, dire que, en tout cas, pour les villes africaines, la plupart du temps, c'est une juxtaposition de projets que nous avons sur nos territoires. Donc, on devrait passer de ces territoires de projets à un projet de territoire. Donc, arriver à un projet de territoire, parce qu'on ne peut pas promouvoir l'économie sociale et solidaire sans les villes et les territoires locaux. Donc, je pense que définir un projet de territoire, c'est mettre des acteurs ensemble. Et vous l'avez dit tantôt, c'est définir une nouvelle forme de gouvernance. C'est-à-dire une nouvelle forme de gouvernance qui englobe un peu, en tout cas qui prend en considération ce que notre collègue de Canada vient de dire, de Montréal, sur cet outil de planification. Parce que le mécanisme que nous avons, nous, au niveau des collectivités, qui est déclencheur de tout, c'est d'abord la planification stratégique. Que la planification quitte les communautés, que ce soit une planification bottom-up ou top-down, pour moi, ne gêne pas trop, dans la mesure où on a défini le projet pour lequel on est ensemble. Et le projet pour lequel on est ensemble, on le définit aujourd'hui pour nous, mais on le définit aussi pour les générations futures. Donc, je pense que cet espace de dialogue, on doit pouvoir le créer pour renforcer l'économie sociale et solidaire. Il y a un autre principe qui, à mon avis, sur la vision est important, c'est la démocratie locale. On en oublie même que c'est un concept qui est important dans ce que nous voulons faire. Et on l'a vu d'ailleurs avec la question de la COVID, où en réalité, à un moment, beaucoup de points qui étaient des acquis démocratiques ont été, entre guillemets, confisqués par les États. Parce qu'effectivement, il y avait un enjeu majeur de santé publique. Donc, pour moi,
dans une gouvernance, dans une nouvelle forme de gouvernance, il faudrait que le principe de démocratie puisse être là. Et dans ce principe de démocratie, je mettrai un élément très important dans les collectivités, c'est le principe de subsidiarité. Qui fait quoi? Qui le fait mieux? Et à partir de la connaissance de celui qui le fait mieux, il le fait pour la collectivité. Et pour finir sur le point, comme c'est le principe de la solidarité des territoires. La solidarité des territoires, pour moi, c'est un principe qui est local, parce qu'on est dans des territoires urbains, côtiers, ruraux, mais aussi la solidarité des territoires dans une vision transfrontalière, dans une vision transcontinentale, avec toute cette question de migration aujourd'hui que nous avons, nous, spécifiquement vis-à-vis de l'Europe, parce que pour la plupart, même si on ne le dit pas, il y a beaucoup de migrants, l'immigration liée au changement climatique, à la difficulté d'accès aux ressources dans nos collectivités et en même temps à un principe de développement local qui n'est pas inclusif et économique. Donc, je pense que, en tout cas, ces principes peuvent nous aider à articuler une nouvelle vision pour l'économie sociale et solidaire, en tout cas, vu du côté des collectivités territoriales. Merci. Thank you so much, Ramatuka. And I think what you've Merci beaucoup, Ramatuka. Ce que vous venez de souligner, c'est aussi l'appropriation par les communautés. Il ne s'agit pas simplement de créer une vision, il s'agit de s'approprier cette vision même transfrontalière. À présent, je voudrais revenir à ce que vous disiez sur l'importance des communautés locales et du renforcement de la résilience. Sébastien, que pensez-vous? Quelles seraient les conséquences des visions stratégiques que développent les communautés locales? Merci beaucoup. Au niveau stratégique, il faut lier l'économie sociale et solidaire au territoire. Parfois, on les sépare en économie, le territoire, la mer, le fleuve, le lac et l'entreprise. Alors qu'en réalité, il y a une symbiose entre tous ces acteurs. Ce qu'il faut, c'est placer le territoire des populations autochtones, des coopératives, au centre de la discussion et de la transition, surtout si on parle d'une transition écologique ou énergétique ou de gestion durable des forêts. Deuxième point, si l'on reprend cette hypothèse de lier l'entreprise au territoire, on peut revenir à des questions économiques. On parlait des prix Nobel il y a peu. Rappelons-nous qu'en 2019, le prix Nobel de l'économie concernait cette question-là, la gouvernance et des biens communs. Si on se penche sur cette théorie du prix Nobel, on voit que la gouvernance des biens communs est très étroitement liée au principe de solidarité, de négociation, d'élaboration de règles communes et de mécanismes de sanctions. On utilise beaucoup ce cadre théorique. Par exemple, ici, il y a des coopératives qui pêchent des langoustes de façon durable, selon une gestion intégrale impressionnante. C'est impressionnant parce que ces coopératives sont propriétaires de la mer, de l'eau, c'est l'État qui l'est. Mais les coopératives ont un permis. Et si elles améliorent leurs pratiques, elles vont pouvoir conserver ce permis de pêche. C'est un concept clé. Et c'est essentiel donc de parler du territoire et de toujours le garder à l'esprit quand on parle de la transition écologique et du développement social. Du niveau stratégique, il faut se demander comment faire connaître ce travail. Il
faut vraiment le faire connaître davantage, faire connaître ce que font ces coopératives. Ici, nous sommes au Mexique. Tous les autres pays d'Amérique latine connaissent les feuilletons mexicains. Ils sont très célèbres. Mais quand est-ce qu'on abordera ces thèmes dans les feuilletons télé? Ils y sont très peu abordés. Et en revanche, l'économie sociale, on en parle tous les jours dans les réseaux sociaux, sur les écrans. Donc, il existe déjà une économie sociale durable qui relie le territoire et l'économie, mais on ne le voit pas. Nous, nous y croyons profondément. Nous pensons qu'il faut profiter de ces forums, en tirer parti pour faire connaître le travail de ces communautés qui existent depuis des milliers d'années ici en Amérique latine et qui exploitent leur territoire de façon solidaire. Thank you very much, Sebastian. And I particularly would hope that one day we can see these types of messaging on soap operas and mass media around the world. We are running out of time, our expert panelists, and I'd like to maybe close our session by asking you to share within a minute each your last thought about the question that we have also already posed to the audience, and I can see already very, very, very busy chats in the chat box. Your perspective, please, 1 minute each, on how to transform the present and build a better future from the perspective of the SSE. It is in effect asking you to also conclude on what you've already talked about earlier, but let's see how we can leave this last message for everyone within 1 minute. If I could invite you, please, Esther. Muy bien, muchas gracias. Bueno, compartir 3 ideas muy rápidas. Yo creo que para poder transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social y solidaria. Je pense que pour construire un meilleur futur depuis l'économie sociale et solidaire, nous devrons reconnaître qu'il faut que cette économie sociale et solidaire reconnaisse sa responsabilité en tant qu'agence socio-économique et qu'on profite de son grand potentiel et du rôle qu'il peut jouer en tant que moteur de changement. Depuis la solidarité, avec générosité, parce que l'innovation, le travail communautaire, etc., ça exige beaucoup d'efforts. Ensuite, je pense que nous avons besoin d'organisation de l'économie sociale forte qui relève le défi de ce contexte, de la numérisation, etc., de pouvoir être durable, de pouvoir travailler sur des modèles de plus haut niveau de coopération qui constituent une véritable option pour les citoyens à partir de critères respectueux des personnes et de l'environnement. Et 3, parvenir aux majorités sociales. Sébastien en parlait il y a un moment vraiment dans ce sens. Je pense qu'il y a des choses vraiment stratégiques comme parvenir aux consommateurs et changer le modèle de consommation en donnant la priorité à la consommation responsable et consciente. Eh bien, je ne sais pas, en tant que conclusion, je pourrais dire que nous avons de grands défis, des grandes opportunités aussi devant nous. Tout ce qui a été partagé dans la session a été très riche. L'économie sociale est une réalité depuis longtemps et a une grande perspective de futur et plus nécessaire que jamais dans ces temps où nous vivons. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci beaucoup. Thank you very much, Esther, and very encouraging remarks. Merci beaucoup, Esther. Ce que tu dis est très encourageant. Maintenant, je cède la parole à Raciande. Toi aussi, tu as 1 minute. Je serai très bref. Je pense que nous devons assumer plus de responsabilités. Lorsque nous parlons de la nature et des personnes, assez souvent, nous comprenons cela de manière séparée. Mais je crois idea of responsibility has to be instilled
still so that we can come towards this more responsible. La synergie est importante. Nous sommes tous responsables pour parvenir à cette transition écologique plus responsable. Nous pouvons énormément apprendre des acteurs tels que les peuples autochtones qui sont très conscients de la nature. Les gouvernements doivent reconnaître que les peuples autochtones sont très importants pour la conservation, pour la collaboration et pour la protection de l'environnement. Et pour cela, l'on doit respecter leur droit de gérer de manière collective leurs ressources, leurs terres. Merci. On va entendre René pendant 1 minute. Merci. Alors, je ne vais pas essayer de tout synthétiser, ça sera le travail de Mme Loh, mais je retiens vraiment beaucoup de bonnes choses de ce panel. Je suis absolument d'accord avec tout ce que vient de dire Rajan Dai aussi. Je pense que ça a une résonance pour nous au Canada, où il est temps que nous reconnaissions la compétence des Premières Nations pour la gestion du territoire et la gestion des ressources naturelles. Je tenais à le dire, et parce que je parlais de planification tout à l'heure. Pour moi, c'est clair que dans une planification de l'extraction, de l'exploitation des ressources naturelles, les Premières Nations doivent jouer un rôle central. Ensuite, puisqu'on parle de transition, qu'on parle de transformation, il faut aussi dire qu'il y a plein de théories. Là, j'ai une déformation professionnelle comme chercheur, alors je me réfère souvent à la théorie, mais il y a plein de théories des transformations et du changement social qui proviennent de l'économie, de la sociologie et de la science politique. Et donc, moi, comme sociologue, je suis toujours ramené disons, vers le point de départ de ma discipline, puis ça revient aussi à ce que j'ai dit au début du panel. Pour la sociologie, à la base de toutes les institutions, ce qu'on trouve, c'est les relations sociales. C'est donc les relations entre les personnes, entre les groupes. Alors, je pense que c'est un point de départ pour réfléchir aux transformations qu'on devrait essayer de mettre en place, qu'on devrait mener, y réfléchir en termes de relations, en termes de réseau, en termes de liens. Je pense que c'est ça qui fait la richesse de nos sociétés en premier lieu. Et puis, c'est peut-être par là qu'on doit commencer. Alors, voilà, merci. Thank you very much, René. I think a lot to be said, and we can't say it in 1 minute, but I appreciate that you gave those last comments to us. Anna Karina, how about you? Merci René, c'est vrai qu'il est difficile de tout dire en 1 minute. Et je te remercie d'avoir été bref. Anna Karina. Muy interesante y se ha dicho la gran mayoría de cosas, pero también ha été très intéressant. Por ejemplo, tengo una con Jaime Navia. Hay que resaltar otros temas que complementan estas estrategias. Les internes sont très intéressantes et soulignent d'autres thèmes qui complètent ces stratégies. Pour faire des changements à l'avenir, il faut commencer à éduquer tout le monde, non seulement les enfants, mais toute la société, afin de parvenir à une société qui soit solidaire, qui soit environnementalement durable, capable de faire face de manière effective à ces changements que nous vivons aujourd'hui. Ça a été très enrichissant et merci beaucoup pour l'invitation. Thank you so much, Anna Karina. I will now ask Ramatuka, your last comment, please. Also, please. Merci beaucoup. Merci. Anna Karina Ramatuka. Merci à tous. Je crois que le débat a été très riche et ouvre beaucoup de perspectives du point de vue, en tout cas, de CGLU Afrique et des collectivités africaines. On est au balbutiement et je pense que ce que nous retenons,
au-delà de l'implication dans le mode de gestion, c'est plutôt l'alliance forte que nous pouvons faire des collectivités territoriales et des communautés. C'est-à-dire qu'il faut une alliance forte pour arriver à un développement local, économique, endogène et durable. Arriver à ce que je retiens aussi, c'est une solidarité. Et cette réunion le prouve, une solidarité et une coopération entre les différents acteurs, que ce soit des acteurs locaux, des acteurs au niveau d'autres continents. Ça, je pense que aussi c'est un principe d'apprentissage qui est un des fondamentaux même de l'apprentissage des pairs au niveau des collectivités territoriales. Donc, c'est les deux principes que je retiens, en plus de ce que, en tout cas, les autres qui ont pris la parole, qui m'ont précédé, ont déjà dit. Thank you so much, Ramatuka. And Sebastian, last comment from you as well, please. Merci beaucoup, Samatuka. Sébastien, quelques commentaires. Aussi, merci pour l'honneur du dernier commentaire. On a déjà dit que le thème de l'éducation est fondamental. L'éducation des adultes, des jeunes. Au Mexique, par exemple, il existe un programme qui s'appelle Jeunes construisant le futur, qui cherche à former des jeunes qui ne sont pas en train d'étudier et qui n'ont pas d'emploi actuellement. Et nous travaillons de très près sur ce programme pour que ces jeunes puissent vivre l'expérience de travailler dans une entreprise sociale et solidaire. Et comme conclusion, comme on l'a dit ici, les réseaux et les alliances sont très importants. Et si nous voulons que ce modèle d'économie croisse, se développe, il faut renforcer ces alliances. Et aujourd'hui, avec la COVID, nous sommes de plus en plus connectés pour faire avancer ce mouvement à travers toutes les alliances. Thank you so much, Sebastian. And I want to again express je voudrais encore une fois exprimer tous mes remerciements. Je sais que c'est différent, que c'est difficile de conclure en une minute. Pour moi aussi, ça va être difficile de conclure en une seule minute. Mais je voudrais mentionner les points clés que je retiens de notre dialogue d'aujourd'hui pour vous donner mes commentaires. C'est clair que le renforcement des communautés locales va venir à leur participation, leur donner un rôle dans la création d'alliances, dans la gestion. C'est fondamental dans l'économie sociale et solidaire. Cette économie existe déjà, mais pour parvenir à la transition écologique, il est important de renforcer l'écosystème naturel en harmonie avec la nature et les communautés autochtones. En second lieu, il faut penser à la technologie, à l'écologie comme quelque chose alors au-delà de notre environnement immédiat. Il faut penser aux convergences entre l'environnement et les résultats économiques que nous cherchons. Ça devrait être possible, il faut que nous travaillions pour parvenir à cet objectif. En troisième lieu, on a mentionné la gouvernance au niveau local, dans les villes ou au niveau central pour les pays. Quand on pense au budget et aux politiques pour les ressources naturelles, tout cela est essentiel pour conquérir le succès. Et finalement, pour que cela ait lieu, nous devons envoyer le message correct, éduquer, veiller à la vulgarisation, à la discussion avec les jeunes, les enfants, dans les différentes sociétés, dans le respect des territoires. Et il faut savoir que les communautés locales peuvent avoir des nécessités différentes et nous devons apprendre les uns des autres. Finalement, l'économie sociale et solidaire est là et restera là. Je pense que cela est clair à présent et ça a été démontré. Nous parviendrons à cette nouvelle écologie que nous cherchons. Merci pour votre participation. Merci pour cette occasion que vous m'avez donnée d'être la modératrice de cette session. J'ai beaucoup appris. Je pense que ces 90 minutes nous permettront de faire beaucoup de nouvelles connexions. Merci. Je cède la parole à Maria de la Luz pour la clôture. Merci beaucoup.
avez été une excellente modératrice de cette plénière. Nous avons eu une magnifique plénière. Je vous remercie pour le talent, l'expérience et l'intelligence des intervenants. Merci à tous les participants à cette plénière. Et avant de passer à la présentation de la vidéo, je voudrais exprimer ma reconnaissance particulière à Laurence Starr pour avoir mis tout de son côté pour ces réunions. Nous avons lancé une invitation dans les 3 langues pour promouvoir et diffuser les expériences sur les initiatives solidaires, les actions de l'économie sociale et solidaire et l'économie sociale et solidaire. Nous avons choisi une vidéo qui montre comment l'économie sociale et solidaire est partout dans le monde. Merci beaucoup. Hola. Hola. Hola, buenas tardes o buenas noches, no sé a dónde estáis todos. Bonjour à tous. For Je ne myself, sais pas où vous êtes. in English. Thank you so much for having us here today. We are very glad to be able to give Continuer you. en anglais. Merci Fanny. de nous I am avoir the head of regional reçus aujourd'hui. economy. Je suis Jamila Hassa de Mayotte. Je suis directrice de stratégie d'économie sociale et So this solidaire time, dans la Chambre d'économie sociale et solidaire à Mayotte. we also have a On ne nous connaît pas beaucoup dans le monde parce que nous sommes une toute petite île dans l'océan Indien. Mais nous aussi, nous travaillons dans l'économie It is about sociale et solidaire. Mais nous sommes fiers de cette vidéo qui s'appelle Une transition écologique à Mayotte. Et cela porte sur une coopérative qui a été soutenue dans notre it's a île. traditional work Nous avons soutenu to make it a 8 modern personnes pour tradition to give it pouvoir a réaliser ce projet. Un projet merveilleux dans le respect de la tradition, mais qui a for having us here today. une transition et est devenu un moyen de puissance pour les communautés locales. Merci encore une fois de nous Right now, thank you voir. so Laurent, much. c'est un grand plaisir de vous voir. Et merci à tous. Sans plus, je pense que nous pouvons voir la vidéo. karibiri har mami somora uzidi heli rakojoa heli brikila totol fanyilo hazio rikari wono wahano za kufanyilo harango a 76 como ruho de rakanda tarenda ra soma stuzini atasuja maurevani har mo 81 82 de rakojari ya paramba asifanyilo a musada na presente kama babunenda na kufanya babo nyumba za beton za leo. Nyumba za beton zini siti ya hari hanguvu harima moni na nyumba briki za toto zini siti ya pabi baridi zina baridi pabi mtamo eshimoni ekamba zija leo ziregeze wababo sona faida 100 oto vagabo harima insi dini maizo kama mbaide faida pole kama ile wao na ukamba sirumia de harima shitu ya insi atu de rirumia o beka spaka shitu ila o mwenze de sirumia shitu kama ile harima insi atu. En voyant l'augmentation des prix de matières premières, notamment le sable à Mayotte, j'ai eu l'idée, j'en ai discuté avec mon père, de retravailler cette brique et à l'intégrer. Donc un nombre de 8, on a eu une réunion, on a discuté et est sorti de là l'idée de créer une structure qui pourrait nous apporter sur pas mal de domaines. Tous les vendredis, en gros, on se réunit et on travaille sur le projet. Il y a la CRES qui nous accompagne là-dessus. Donc il y a le CMA, bien entendu. Et là, on attend le concours aussi de la collectivité, parce qu'on aura besoin donc de foncier pour le stockage donc, de la terre. Et puis l'idée en fait, future de cette coopérative, c'est de pouvoir en fait, avoir une capacité de production importante pour pouvoir répondre au marché. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est d'avoir des sites en fait, pour pouvoir en fait, recycler la terre. Et au niveau de l'environnement, bon, c'est un impact positif. Et au niveau économique, ça va créer de l'emploi. Et puis au niveau de
du montage, donc les maçons, il y aura de la formation. C'est ça en fait le projet, mais que ça soit économiquement et socialement viable.